Bonjour et merci infiniment de nous recevoir encore chez vous aujourd'hui. Rencontre échange, nouveau numéro dans une nouvelle année 2024. C'est le premier numéro de cette année, vieille déjà de quelques 6 jours, mais n'empêche, nous vous souhaitons nos voeux les meilleurs. Vous tous qui vous consacrez votre temps à suivre cette émission, ce programme de découverte de l'actualité, nous profitons pour dire également merci à tous ces hommes et femmes qui ont su nous accompagner durant 2023 et qui sont venus sur ce plateau décrypter l'actualité, nous expliquer les faits marquants de l'heure. Aujourd'hui encore, nous allons nous engager dans une nouvelle aventure de parcours d'une cinquantaine de semaines pour vous faire vivre chaque semaine, chaque fin de semaine, les faits marquants de chez nous. Et une fois encore, nous allons revisiter ces faits de 2023 et pour parler des perspectives de 2024. Et pour en parler, je reçois pour vous professeur Aimé Tchabouré Gogué. Il est le président de l'ADI, l'Alliance des démocrates pour un développement intégral. Bonjour professeur et merci de répondre à notre invitation. Bonjour Gérard, oui. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. C'est ça, nous sommes en début d'année, mais les meilleurs, n'est-ce pas? Bien sûr, je profite de l'occasion pour vous présenter à vous et au personnel de votre station télé, ainsi qu'aux auditeurs, aux éditrices et à toutes les Togolaises et Togolais, mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année, de bonne santé, de succès, de prospérité pour nous tous. Merci. Monsieur vous, professeur, vous êtes là pour nous aider à comprendre les faits qui se sont déroulés en 2023, aussi bien chez nous au Togo qu'ailleurs. Et en attendant, comment se porte votre formation politique ADI? Non, l'ADI, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, se porte bien. Vous savez, en mai, comme beaucoup d'autres partis, nous avons fait notre congrès. Ensuite, nous avons renouvelé les instances, les textes. Pour l'innovation, nous avons introduit beaucoup de jeunes et de femmes dans les organes directeurs du parti. Et vous gardez toujours la tête du parti, c'est ça? Oui, je suis vers la porte. Porte de sortie, oui. Pour le moment, vous y êtes? Oui, j'y suis. D'accord. Et oui, à part ces congrès que les partis ont animés de part et d'autre, on ne vous sent pas sur le terrain. C'est oui et non, parce que, vous savez que les dispositions que le gouvernement applique pour contrôler les manifestations, du moins pour encadrer les manifestations, mais peut-être réellement pour contrôler les manifestations, ça ne laisse pas beaucoup de possibilités aux partis politiques de venir sur le terrain. Mais nous avons commencé, disons, il y a les derniers jours de l'année 2023. Moi, j'ai fait l'intérieur du pays, j'ai fait plusieurs préfectures, et demain encore, nous allons continuer. Donc, je crois que les partis politiques sont quand même actifs sur le terrain. Et quand vous allez à la rencontre des populations, qu'est-ce qu'elles vous disent? Est-ce qu'elles sont toujours enthousiastes, chauds pour la chose politique comme en ce début-là? Non, certainement. Bon, pas peut-être l'expression comme au début, non. Mais quand même, on sent qu'ils vivent une situation difficile. On sent qu'ils espèrent que la chose politique pourra les libérer. Mais en même temps, on leur dit quand même que c'est vous-même qui devez mettre la main à la porte avec notre peut-être encadrement et notre concours. Mais la population est toujours très intéressée à écouter les hommes politiques, même si un peu l'enthousiasme du début a baissé par rapport à actuellement. Et le discours est le même? C'est ce discours de changement, cet espoir. Le discours ne peut pas être le même compte tenu du fait qu'on a vécu déjà une expérience. Vous savez, au début des années 90, il n'y avait pas eu l'expérience de la démocratisation, les retours en arrière, les échecs, etc. Maintenant, nous avons certaines expériences, donc le discours a un peu changé. Mais quand même, nous insistons sur la nécessité du changement que les populations même réclament compte tenu de la situation dans laquelle ils vivent. Nous insistons sur ça, sur le changement, et un peu plus sur leur implication dans la lutte. C'est ça. Et quels sont les faits qui vous ont marqué en 2023? Vous en avez quelques-uns de ces événements? Oui. Il y a beaucoup. Il y en a avec nous, oui. Non, certainement qu'il y en a beaucoup. Je vous ai dit que j'ai fait l'intérieur du pays les dernières semaines. Bon, il y a toujours nos problèmes d'avoir. Tout dernièrement, il y a un incendie du marché de Assier, qui a marqué beaucoup de Togolais. Surtout que ça s'est passé vers la fin de l'année. Vers la fin de l'année. 10 ans après. Oui. Ce qui est très très tragique. Et en principe, je ne sais pas pourquoi de tels incendies. D'accord qu'il peut y avoir incendie, mais le temps mis pour la maîtrise de l'incendie, quand même, c'est un peu incompréhensible. Et ça, je trouve que c'est dommage, surtout après les deux premières expériences, Cara et Lomé en 2013. Je crois que les services les pompiers devaient avoir pris certaines expériences pour pouvoir lutter efficacement contre ça. Cela n'a pas été le cas, c'est très dommage. Ensuite, nous avons toujours des gens qui sont en prison,
des gens qui ont manifesté, qui sont en prison. Les leaders d'opinion Oui, les leaders d'opinion et d'autres qui ont fui le pays. Vous vous rappelez des Ferdinand et d'autres journalistes. C'est très très dommage. Et puis nous avons, sur le plan financier encore, cette audit. Peut-être ça s'est fait en 2022, oui. Mais quand même en 2023, nous avons eu la réaction de l'Assemblée nationale qui a fait l'enquête parlementaire. Peut-être que ça n'a pas donné ce qu'on voulait, mais quand même, c'est une première expérience qu'il y a eu une enquête parlementaire dans le pays. À propos de quoi? De Covid, la gestion des fonds de Covid. Donc, c'est une expérience dans la mesure où on espère que par la suite, il va y avoir des enquêtes parlementaires un peu plus sérieuses. Bon, donc ça aussi, c'est quelque chose qui a marqué, qui nous a marqué. Ensuite, bon, il y a la qualité des investissements. Comme je vous ai dit, j'ai fait l'intérieur du pays et j'ai vu quand même des routes qui n'ont pas été encore livrées. Je parle de la route Palimé-Lomé. Lomé-Palimé. J'ai été totalement surpris que il y a beaucoup de défections sur cette route. Donc une route qui n'est pas encore livrée, qui a coûté des milliards et qui présente des défectuosités, ça ne semble pas très intéressant. Bon, ensuite, quand même, il faut reconnaître que l'hôpital de référence, ça a été mis en place. Je crois que ça, il faut le saluer, même si, bon, Est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses? Vous en avez fait une? Non, je n'ai pas fait l'expérience directement, mais quand même, il faut saluer. Déjà, quand quel type d'infrastructure existe dans ce pays, il faut le saluer. Même si ça n'est pas à la portée, c'est sûr que c'est difficile que ce soit à la portée de tout le monde, mais il faudra que l'État, par des actions, puisse compléter les apports des gens qui sont indigents pour pouvoir amortir le coût pour eux. Je crois que c'est déjà une bonne chose qu'il faut saluer. Oui, merci pour ce fait rapidement évoqué. On va peut-être revenir sur quelques-uns d'entre eux. Notamment les incendies de marché. Une enquête est ouverte. On parle que serait un court-circuit dû aux mauvaises installations électriques dans le marché qui serait à l'origine. Est-ce que vous y croyez? Comment? C'est probable, mais quand même, en même temps, c'est probable, en même temps, c'est très condamnable. Parce qu'on ne peut pas, compte tenu de l'expérience qu'on a eue au grand marché de Lomé, et à Caras certainement, et puis à d'autres incendies de ce type, même je crois au ministère de la fonction publique, vous vous rappelez, je crois que c'était un court-circuit qui a fait ça. Donc c'est quand même condamnable pour la mairie, ou bien j'ai oublié l'organe, les PAM, oui, ceux qui s'occupent des marchés publics, qu'on laisse des infrastructures avec des installations en désordre. Donc il doit y avoir une certaine réglementation que les utilisateurs devaient suivre. Alors s'il y a ça, c'est une défectuosité que les PAM devaient suivre. Notre échange, le tout premier nouveau numéro de cette année 2024, professeur Aimé Tchaboré-Gogué, président de l'Alliance, l'a dit, est mon invité, c'est avec lequel nous visitons ce fait marquant de l'année qui vient de s'écouler. Alors, il y a cet incendie aussi, mais puisque nous y sommes, comment vous pensez justement, comme vous parlez qu'on doit veiller justement, il y a eu le retard des sapeurs-pompiers, comment restructurer ces services, n'est-ce pas? Bon, je crois qu'il faut professionnaliser, ça c'est un. Bon, deuxième, c'est intégré à l'armée, vous savez, les sapeurs-pompiers. Peut-être ça leur donne une certaine discipline. Ça, peut-être que ça peut être une chose. Dans d'autres pays, c'est des volontaires, mais qui sont suffisamment performants. Ensuite, lorsque j'étais ministre du plan, responsable des investissements, j'avais insisté beaucoup plus pour qu'on insiste et pour qu'on mette plus l'accent sur les équipements plutôt que construire un beau bâtiment et puis les équipements. Voilà, c'est ça. Donc vous rappelez, peut-être que vous ne le savez pas, le centre de sapeurs-pompiers de Cara avait été construit pendant des années sans être fonctionnel. Vous voyez, ici aussi, parfois, ils viennent sans eau. Donc ça, il y a un manque d'eau et puis, ça n'est pas l'eau seulement qu'il faut. Il faut des fluides qui vont permettre d'étendre rapidement le feu. Donc, je crois qu'il faut mettre l'accent sur les équipements. Et il faut aussi une réactivité un peu plus rapide. Et augmenter la capacité d'intervention de ces sapeurs-pompiers. Peut-être qu'ils sont bien volontaires, ils veulent travailler, mais malheureusement. Vous vous rappelez le cas du grand marché de Lomé, on a dû faire appel à ceux du Ghana, à Plaou, à côté. À Plaou. Non, je dis à Plaou, pas Dakar. À Plaou, ça veut dire qu'une petite ville du Ghana était mieux équipée que le sapeur-pompier de Lomé, la capitale. Ça, c'est tragique. C'est ça. Et que dites-vous de la réaction du gouvernement? Il y a les apports du chef de l'État,
chez les bonnes femmes. Non, c'est mauvais, c'est mauvais. Et puis, on ne peut pas... C'est un comportement que nous avons dans ce pays qui est fortement regrettable. On dit le chef d'État a donné, mais ce n'est pas le chef de l'État qui a donné, c'est le pays qui a donné, le gouvernement qui a donné, c'est nous tous qui avons donné. Donc mettre ça pour dire que c'est le chef d'État, tout en le déchargeant des responsabilités de ce qui arrive, c'est inéquitable. Donc il doit assumer la responsabilité que ce soit effectué, parce que c'est lui, quand il y a un problème, c'est le chef qui doit supporter la responsabilité. En même temps, ce n'est pas lui seul qui a réagi, c'est la population. C'est les ressources publiques qui ont servi à venir en aide, qui ressources très faibles par rapport à ce que les femmes ont perdu. Dans la mesure où nous sommes en fin d'année, vous savez, ils ont fait des stocks, ils ont fait des stocks. Parfois sur le front d'emprunt. Mais bien sûr, mais c'est catastrophique. Je ne sais pas si on a bien examiné les effets sociaux que cet incendie a eu sur les femmes revendeuses dans ces marchés. Et vous, acteur politique de l'opposition, avez-vous fait un geste envers ces femmes? Non, je suis arrivé, on a déjà fait, on a présenté nos... Oui, compassion. Par compassion. Peut-être on va essayer de faire un peu plus maintenant. C'est ça. Mais ça ne servira pas. Ça ne servira à rien, c'est petit par rapport, ça serait petit par rapport à tout ce qu'on suit. C'est ça. L'année 2023 aussi devait être une année électorale. Plusieurs élections, on parlait des régionales, et puis après il y a eu les législatives qui n'ont pas pu avoir lieu. Le 31 décembre dernier, la législature a pris fin, vous avez dû prendre fin, on a prolongé, et tout est reporté sur 2024. Bon, ça aussi c'est un des problèmes. En principe, les élections devaient avoir lieu au cours d'un mois, le dernier mois de la validité de la législature. Bon, en principe, en décembre, on devait faire les élections législatives. Pour les régionaux, on n'en a jamais fait, donc on ne peut pas préciser les dates. Mais en même temps, le gouvernement n'a pas réussi à résoudre, à faire des élections, sans donner les raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait. Et en même temps, il décrète qu'il faut faire les élections avant fin mars. Ça ne se fait pas comme ça. Lorsqu'il y a un problème, il faut qu'on nous explique pourquoi on n'a pas pu effectuer les élections à date. Ensuite, il faut qu'il y ait une concertation pour décider des nouvelles dates. Donc, c'est le non-respect total de la Constitution et le non-respect total de la classe politique congolaise. Et que fait-on au cadre de concertation permanente justement pour gérer ce problème? Pour certains, ce report doit permettre de régler, comme vous le dites, de régler le problème. Pour le moment, je ne vois pas. Bon, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que, d'abord, comme je le dis, il n'y a pas de... la concertation n'a pas discuté des problèmes, puisque le parti est membre du CPC. Oui. Bon, ce n'est pas moi qui représente le parti au sein du CPC. On n'a pas discuté des conditions, des raisons pour lesquelles les élections n'ont pas pu avoir lieu à date échue. Mais en même temps, pour les élections, ce n'est pas uniquement les membres du CPC qui sont concernés. Il y a d'autres partis politiques qui sont en dehors, il y a même des indépendants qui veulent participer aux élections, donc eux aussi sont concernés par cette affaire. Donc pour moi, en principe, les débats sur les conditions d'élection, les débats sur comment organiser les élections, les raisons qui ont poussé à ça devraient dépasser le cadre du CPC. Bon, mais supposons qu'on considère le CPC comme, entre guillemets, représentatif. Mais il faut être sincère dans les discussions. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de débat très sérieux. Je prends un exemple, le fichier électoral. D'accord, on nous a dit à corps et à cri que le fichier électoral a été audité et satisfaisant par l'UEF. Mais aucun parti politique d'opposition, même les membres du CPC, n'ont le rapport d'audit. Alors vous ne pouvez pas discuter du rapport d'audit, dire que c'est bon, sans avoir discuté le rapport. Ça, c'est une grosse lacune et nous allons continuer à demander le rapport d'audit, même si, bon, on verra, c'est après avoir lu le rapport d'audit, pris connaissance du rapport d'audit que nous pouvons nous prononcer. Donc, ce n'est pas rendu public le rapport d'audit? Non, ce n'est pas rendu. Non, même pas, ce n'est pas rendu public, ce n'est pas communiqué aux partis politiques. Non. Ça, c'est incompréhensible. C'est ça. Et autre doléance, en tout cas, autre préoccupation de l'opposition, c'est, on parle d'augmenter le nombre de députés, le problème de découpage. Vous savez, le problème de découpage électoral se pose. Parce qu'actuellement, nous avons des préfectures, des députés sont élus, certains députés sont élus avec 20 000 électeurs, d'autres sont élus avec 100 000 électeurs. C'est injuste. Donc, bon, c'est sûr qu'il ne peut pas avoir égalité partout, mais l'écart est trop élevé.
Donc pour nous, il faut voir ça sous deux aspects. Nous avons publié des communiqués à ce sujet, à court terme et à moyen long terme. À court terme, nous disons que c'est difficile de diminuer le nombre de députés de certaines préfectures. Mais en même temps, donc nécessairement, pour équilibrer, il faut nécessairement augmenter le nombre de députés. Ça peut être la solution? Pardon? Ça peut être la solution? Non, ça permet de diminuer l'iniquité. D'accord. Ça permet, il faut augmenter dans les régions, dans les préfectures qui sont très défavorisées. C'est ça qu'il faut faire. Bon, mais maintenant, jusqu'à 117, nous trouvons que c'est trop élevé parce que nous avons fait une comparaison avec les autres pays de la sous-région. Dans la sous-région, c'est environ un député, c'est autour de 110 000 habitants. Au Togo, c'est autour de 80 000 habitants par électeur. Je ne crois pas que nous avons une capacité financière suffisamment élevée pour pouvoir supporter ces coûts. Et puis aussi, pour le Sénat qui s'annonce, vous voyez, ça peut trop peser sur le budget de l'État. Donc nous pensons à long terme, il faut faire une réflexion sur le nombre de députés. Mais à court terme, on peut augmenter légèrement, mais pas, je trouve que 117, c'est un peu trop élevé. Notre avis au niveau d'Ati. Et les régionales? C'est une première, mais... Oui, c'est une première. Quel problème cela peut résoudre? Quel problème? Pour nous, ce n'est aussi longtemps qu'on a adopté la communalisation intégrale. Pour nous, ce n'est pas une urgence. Ce n'est pas une urgence compte tenu des difficultés. Nous avons dit ça depuis il y a plusieurs années, plusieurs mois avec le terrorisme. Nous avons dit des ressources qu'on va consacrer pour les régionales et faire fonctionner les conseils régionaux, vaut mieux l'utiliser pour améliorer nos capacités sécuritaires, notre résilience et faire des investissements un peu plus utiles. Mais tout le monde y est, ils veulent faire le régional, ils veulent élire des sénateurs où le président peut nommer 30%. Dans un système démocratique, je trouve que c'est un peu... Ça fait partie de la Constitution? Oui, même si c'est la Constitution. Et on peut donner son avis sur la Constitution. Nous trouvons que c'est pas équitable. Donc, il faudra qu'on revoie ça si c'est le Sénat. Vous savez que dans la sous-région, certains pays reviennent sur la Constitution. Je crois que le Sénégal avait le Sénat et est revenu dessus. Et on veut coupler ces élections? Bon, c'est une bonne expérience. Pour nous, nous sommes d'accord dans la mesure où les élections, ça coûte cher. Et beaucoup de pays le font. Beaucoup de pays, le Ghana coupe plusieurs élections. La RDC l'a fait. Je crois que nous sommes en mesure de le faire. Et j'ose espérer que par la suite, on pourra couper les élections. La situation dans laquelle on est, on va aux élections toutes les années. C'est ça. C'est cher, ça prend beaucoup de temps. On voit toutes les ressources que ça mobilise au niveau émotionnel, au niveau des ressources humaines, au niveau des ressources financières. Je crois que le couplet, c'est une bonne chose. Et comme nous y sommes, au niveau de l'opposition, on se prépare à y aller, à dire pendant par ces consultations électorales? Non, certainement. J'ai fait des tournées, d'accord. C'est pour reprendre contact avec la population, mais aussi c'est pour voir le terrain et essayer de nous préparer aussi pour ces élections. Dans les conditions actuelles où l'opposition évolue, quelles sont vos chances, quels sont vos atouts? Puisqu'on parle d'une certaine remobilisation de cette opposition qui va toujours en rang dispersé. Je ne crois pas que c'est l'idéal, c'était d'avoir, par circonscription électorale, un candidat de l'opposition face au candidat d'unir. Ça, on peut y arriver, uni ou pas. Donc pour nous, pour la philosophie, pour le principe d'ADI, c'est quoi? C'est que dans chaque circonscription électorale, les militants de l'opposition peuvent se concerter et voir quel est le parti entre guillemets dominant. Et parfois, comme c'est des listes, voir les partis qui sont dominants pour pouvoir établir une liste commune. Si vraiment, si les gens sont sincères, ça peut se réaliser. Moi, c'est l'ordre que j'ai donné à mes fédérations pour qu'ils examinent dans chacune des localités la force des partis impliqués et faire la liste. Si nous sommes mieux implantés, nous aurons la tête de liste. Mais sinon, on peut soutenir les candidats d'autres partis qui sont mieux implantés. C'est ça notre philosophie. Mais ce qui est plus important, c'est le comportement que nous avons vis-à-vis l'un de l'autre. Si on arrive par avoir des listes communes, il faut qu'on considère que nous avons un seul adversaire. Ce serait le candidat d'unir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est mobiliser nos ressources pour la défense des résultats des jeux. C'est ça.
Oui, alors dans ces conditions où il y a des oppositions maintenant, et l'opposition n'est plus la seule et unique face au régime, vous pensez vous trouver un terrain d'entente? Parce qu'on a appris qu'il y a des choses qui sont négociées en coulisses. Est-ce que c'est vrai? Ça, je ne sais pas. Moi, pour le moment, au niveau de l'ADI, c'est des discussions que nous menons avec toute formation. Oui, toutes les formations, surtout les partis entre guillemets d'opposition traditionnelle. Voilà. Mais ça n'exclut pas la possibilité de discuter avec d'autres pour voir quelle est leur conception dans les zones, etc. Vous voyez, parfois les Togolais, vous allez voir quelqu'un qui se dit d'un parti d'opposition qui est plus proche de nos adversaires que de l'opposition. Donc, il faudra examiner, il faut faire attention dans les on a un peu expérimenté au niveau des élections communales et municipales. Oui. Non, mais ça a été bon et mauvais. Vous savez, dans la région maritime, il y a beaucoup de maires qui ont été élus à cause de vote des autres partis d'opposition. Ça a donné de bons résultats. Mais la constitution de listes, parce que pour la C14, vous vous rappelez, la C14 avait des listes communes. On a réussi à établir une liste commune, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. C'est le problème d'évaluation de la présence sur le terrain. Parce que si vous n'êtes pas effectivement présent sur le terrain, mais vous voulez avoir une surreprésentation par rapport à votre force réelle, ça peut fausser le jeu. Ce que je conseille à mes collègues de l'opposition, ce qui est important, c'est de gagner. C'est de gagner, ça veut dire qu'il faut mettre des candidats susceptibles d'être élus. Et non partager le nombre de sièges. Vous voyez, malheureusement, certains pensent à ça et ça nous a coûté cher. Ça nous a coûté cher. Autre fait marquant en 2023, le 22 décembre, l'Assemblée nationale a voté la loi des finances, exercice 2024, avec un budget qui disent historique, qui bat le record de quelques 2179 milliards de nos francs en recettes et en dépenses. Alors, première chose, chaque année, on devrait battre le record dans la mesure où le budget devrait augmenter. Voilà, donc, on va dire que le record, il n'y a pas de souci, sauf s'il y a un bond important. Effectivement, je crois que ça a augmenté de 10% environ. C'est-à-dire, deuxième chose, on a dépassé les 2000 milliards. Moi, je crois que je pensais que c'est le seuil qui est significatif. Bon, c'est bon que ça a augmenté, mais maintenant, comme dirait l'autre, le diable se trouve dans les détails. Premièrement, nous sommes généralement beaucoup de gens. Si vous êtes ministre des Finances, vous serez content des performances de l'ETER qui mobilise beaucoup de ressources. Bon, mais la mobilisation de ressources se fait dans un environnement global. Parce que vous ne pouvez pas mobiliser des ressources en tuant d'autres secteurs. Parce que j'ai un collègue qui a fait une étude qui a trouvé que la mobilisation des ressources du secteur informel est supérieure à la moyenne. C'est ça. C'est-à-dire, donc ça veut dire que le secteur informel, qui est difficile à imposer, est surimposé au Togo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque vous voyez le secteur productif, il semble qu'il y a beaucoup d'entreprises qui naissent, qui ferment vite, à cause de pression fiscale. Oui. Bon, nous sommes d'accord qu'il faut faire des efforts pour mobiliser des ressources, c'est-à-dire que ça doit être un acte citoyen équitable, mais en même temps, il faudra faire attention parce que ce qu'on veut en fin de compte, c'est la création de richesses dans le pays et non une grande mobilisation des ressources par l'État. Ça, c'est l'objectif, c'est ça. On veut développer le pays et non donner plus de ressources à l'État. Ça, c'est la première chose en ce qui concerne les ressources. Ensuite, il y a la question, vous avez vu, notre départ augmente beaucoup et ça peut être inquiétant. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que la dette intérieure est très importante. Quand la dette intérieure est importante, ça veut dire que vous diminuez, nous appelons ça en économie l'effet d'éviction. Il est possible que le secteur privé n'a plus tellement de ressources pour pouvoir faire face aux efforts, aux charges et aux efforts de développement. Ça aussi, ça peut être une mauvaise chose. Maintenant, au niveau des dépenses, il faut voir l'allocation de ressources. Je crois que les investissements, c'est important. Au Togo, les investissements publics. Mais quand la gouvernance n'est pas bonne, il va de soi que ça crée problème. Donc vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas apprécier réellement l'importance des investissements directs. Parce que
comme il y a mauvaise gouvernance, c'est difficile à percevoir. Bon, je sais que beaucoup les secteurs sociaux prennent environ 50%, je crois que c'est autour de 45-48% du budget. Bon, pour un pays qui a des difficultés, ça peut être une bonne chose, mais en même temps, bon, il faut voir que ça... Il faut se poser des questions parce que c'est le secteur productif qui va permettre, si vous prenez toutes vos ressources pour financer le social, il faut voir quel social c'est. Parce que les gens se plaignent des performances du secteur de la santé et de l'éducation également. Parce que l'éducation, si vous voyez Lomé, le secteur privé prend de l'importance par rapport au secteur public. Donc ça veut dire automatiquement que vous créez à long terme des inégalités dans la société. Alors quand on parle d'annulation des ressources, vous avez fait allusion à l'OTR qui engrange suffisamment, au détriment justement des secteurs économiques du pays. Oui, c'est ce que je vous dis, parce que c'est ça qu'il faut voir, parce que lorsque je vous dis, si vous êtes ministre des Finances, vous êtes content si vous avez beaucoup de ressources. Ça, c'est normal. Mais en même temps, si vous êtes le gouvernement également, mais en même temps, il faut que vous fassiez attention. Comme on dit, il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Si la pression fiscale est très forte sur le secteur productif, à court terme, vous avez des ressources, mais à long terme, le secteur productif ne croit pas. Et vous avez des problèmes à long terme pour mobiliser beaucoup de ressources. Même chose à l'égard du secteur informel aussi. Oui, je vous ai dit que le secteur informel, l'imposition est plus élevée par rapport à la moyenne mondiale. Voilà. Donc ça, c'est pas bon. Pas bon. Il faut trouver... c'est une bonne chose que d'imposer le secteur informel qui échappe complètement, qui échappait beaucoup à l'imposition, mais il faut faire attention pour éviter de le tuer dans la mesure que c'est le secteur le plus créateur d'emplois dans le pays. Vous avez jeté un coup d'œil sur les grandes lignes de cette loi. Très rapidement. Je ne suis pas trop dans les détails. En gros, c'est ce que j'ai vu. Essentiel à prise en compte. Parfois, c'est très difficile de se prononcer sur ce type de truc. Dans la mesure où nos comptes publics ne sont pas sincères. Vous voyez, on vous dit qu'on va faire ça, mais après, il y a des détournements. Je ne veux pas dire dans les poches particulières, nécessairement. Ça peut être ça. Mais en même temps, on peut détourner au niveau des objectifs, de telle sorte que l'appréciation est un peu difficile. Mais en gros, ce que j'ai dit là, probablement, ça tient compte. Parce que, bon, on dit, ça fait plusieurs années qu'on parle pour le système éducatif. Bon, on dit que la formation n'est pas en adéquation avec le terrain, avec le besoin du marché du travail. Est-ce que je ne pense pas que les ressources allouées au secteur éducatif et professionnel et ses techniques permettent des changements d'orientation de type. Or, c'est des orientations qu'il faut prendre dès maintenant. Et il doit y avoir des changements fondamentaux pour y arriver. Vous parlez de la dette, n'est-ce pas, avec ces infrastructures. Le plus souvent, c'est fait sur des emprunts. Oui, c'est fait sur les emprunts. Donc, quand j'ai été député, ça a été très très dur entre nous et le ministre des Finances. Il faut faire attention à ce que vous financez avec les emprunts. Bon, nous avons des équations en économie. Il faut que le taux d'intérêt que vous payez sur la dette soit moins élevé que le taux de croissance de l'économie. Sans quoi la dette augmente et vous ne serez plus en mesure de payer. Bon, deux choses. Premièrement, je crois qu'ils ont cessé ça. Ils finançaient les infrastructures à partir des prêts bancaires. Ça, c'est totalement... Je ne sais pas d'où sort cette théorie. C'est pourquoi ça avait chauffé entre le ministre des Finances d'alors et moi. C'est complètement contraire à l'entendement. Donc, ils ont cessé ça. Donc, le manque de pas financer ces on peut pas faire, non, on ne peut pas faire des prêts bancaires pour financer les infrastructures. Les infrastructures sont rentables à long terme. Alors que les prêts bancaires, il faut rembourser dans 6 mois, etc., avec des taux d'intérêt très élevés. Donc, c'est totalement inconcevable et insoutenable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut voir la qualité de nos infrastructures. Je vous ai parlé de la route Kalimé-Lomé, qui n'est pas encore, je ne vois pas que ce soit livré, mais c'est passé dessus. Ça ne va pas. Je ne sais pas si le contrôle des infrastructures réalisées à partir de ces investissements, si ces contrôles seront bons, ou bien je ne connais pas les cahiers de charges, mais en tout cas, je crois qu'il faut être un peu plus regardant au niveau des infrastructures que nous construisons. C'est ça. En 2023, notre pays a été illustré dans la sous-région par sa diplomatie
Et notre ministre a beaucoup voyagé, de Niamey à Bamako, de Bamako à Conakry, à Ouaga. Ouais. Alors, et au point même que le Togo a mis au dos la CEDEAO, bien... Non, si ça... oui. Vous savez, bon, ça c'est... Non, d'un côté... Vous savez, lorsqu'il y a eu des coups d'État, nous avons pris des positions très faibles. Nous disons que, d'abord, comme tout le monde, que les coups d'État sont à condamner, mais en même temps, nous reconnaissons que pour des pays comme les nôtres, où les gouvernants verrouillent tout, bon, ça peut être à l'extrême la seule voie. Donc ça, c'est clair. Donc les sanctions de la CEDEAO, d'un côté, des sanctions prises contre les pays, là, les 3 pays du Sahel plus la Guinée, ces sanctions, si en principe c'est exagéré par rapport à la situation. Vous le trouvez aussi sévère, oui. Oui, c'est exagéré. C'est plus contre la population que la junte militaire. Oui. Et puis ce qui est plus grave, c'est que ces sanctions ne sont pas prises contre les coups d'État institutionnels. Bon, ça c'est ceci dit, ça c'est un. Deuxième chose, donc, a priori, on peut penser que la position du gouvernement togolais peut être saluée. Mais là où moi j'étais contre, bon, pas contre, là où je suis un peu en désaccord, c'est que le gouvernement togolais a approuvé les sanctions prises au niveau de la commission et de la conférence des présidents. Ça, je trouve ça totalement malhonnête parce que c'est jouer un mauvais coup aux autres. Mais je crois que lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous avez le devoir d'insister pour que les sanctions ne soient pas prises, ou bien vous manifestez votre désaccord immédiatement à la conférence. Vous manifestez que vous n'êtes pas d'accord. Mais accepter les accords et puis après retourner faire tout ça, parce que je n'ai pas apprécié. Quoique le fait d'aider à ce que les sanctions ne soient pas appliquées, c'est une bonne chose. Mais il faut arriver à avoir l'accord des autres pour que les sanctions soient adoucies. Mais on ne peut pas laisser le coup d'État se faire tout le temps. Et le problème aussi, c'est le fait que la CEDEAO laisse le coup d'État institutionnel se produire sans sanction. Sans rien dire. Voilà, ça c'est très mauvais. Et alors, ça gêne notre position, le Togo, la position du Togo par rapport dans le concert des pays de la CEDEAO? Il faut demander au chef de l'État de la CEDEAO. Ben, en principe, ça devrait un peu les gêner. Mais si ça peut les amener, les gens de les présidents, la conférence des chefs de la CEDEAO, être plus regardants sur le coup d'État constitutionnel institutionnel, c'est une excellente chose. C'est ça. C'est une excellente chose. Parce qu'on ne peut pas condamner exclusivement le coup d'État militaire et laisser passer le coup d'État institutionnel et constitutionnel. Ça, c'est totalement inadmissible. Nous allons essayer de jouer sur ça, parce que ce qui se prépare chez nous, si on laisse ça couler, c'est une coup d'État. Nous sommes en situation perpétuelle de coup d'État institutionnel et constitutionnel permanence. Donc, il faut que la si elle veut être logique, elle doit être logique. Fort heureusement que l'intervention militaire prévue n'a pas eu lieu. Oui, non. En fait, c'est que les gens, pour moi, je n'ai pas cru. Parce que nous vivons un cas actuellement, le cas de Russie et d'Ukraine, où la Russie est super puissante. D'accord, on peut dire que l'Ukraine a résisté à cause de l'appui de l'OTAN. Mais c'est difficile d'aller envahir un pays. Un pays comme le Niger qui est plus vaste que tous les autres pays réunis entre guillemets à peu près. Aller envahir pour moi, c'était pas. Pour moi, c'était comme un bluff. Mais peut-être qu'il voulait agir sur la junte. Ça, c'est possible. Mais dire qu'il voulait envahir le Niger. Ceux qui ont cru, je dirais que c'est leur problème. Moi, je n'y ai pas cru du tout. C'est ça. Alors, donc, et revenons rapidement sur ce coup d'État, là, vous parlez de mode de gouvernance. Est-ce que c'est ça la solution aussi quand les militaires vont sortir? Non, je ne pense pas. Non, comme je dis, c'est pas. Parce qu'en fait de compte, moi je dis souvent aux gens qui sont pour ces coup d'État, je dis, mais si les gouvernants qui sont là, c'est à cause de ces militaires aussi. C'est les militaires qui maintiennent ces gens au pouvoir. Oui. Bon, mais malheureusement, c'est que après, il y a un groupe de militaires, la population n'est pas contente, et un groupe de militaires se lève pour agir dans le sens, entre guillemets, pour les faire partir. Bon, mais est-ce que c'est le mode de changement de gouvernement que l'on veut? Pour moi, je ne pense pas. Je pense que nous devons être assez matures pour pouvoir faire des changements démocratiques, pas des élections,
Évidemment, il faut encore là des élections transparentes. C'est pourquoi la CEDEAO a un rôle important à jouer, mais c'est difficile avec ces gens que nous considérons comme un syndicat de chefs d'État qui sont là plutôt pour se défendre, pour défendre l'un l'autre, plutôt que de défendre la population et défendre les institutions. Donc c'est le problème. Le protocole de la CEDEAO est très clair, si vous le lisez, il y a des dispositions qui doivent être prises, respectées par les États, mais qui ne sont pas respectées dans le cas des élections. Beaucoup d'États, pour moi, ce n'est pas une solution. Mais compte tenu de l'environnement actuel, où les chefs d'État verrouillent tout, c'est parfois le recours. Et c'est le recours qui est laissé aux gens. Mais en même temps aussi, pour moi, il faut trouver des moyens pour limiter leur capacité d'intervention. Oui, tout n'est pas noir. Il y a le Libéria qui nous a donné un très bel exemple de démocratie qui a fait un mandat. Mais c'est dommage que... Non, pas dommage. Donc, je félicite Libéria qui a eu le courage, l'intelligence de quitter un grand homme. Et comme on disait quand il était au football, Mr. George, il a encore prouvé une fois qu'il a mis Mr. George en laissant le pouvoir aussi à son successeur sans avoir voulu frauder. Parce qu'en Afrique, on dit que qui a le pouvoir ne peut pas perdre des élections. Là, c'est une preuve que quelqu'un qui a le pouvoir peut perdre. C'est ce qu'on souhaite pour l'Afrique. C'est ça, oui. Pour l'Afrique de 2024. Oui, parce qu'il y a des élections surtout 25. Oui, il y a plusieurs élections. Pas en Afrique seulement, il y a 5 qui a plus de 60% de population dans le monde qui vont voter. Et déjà en février, le Sénégal va être aux urnes avec l'affaire Sonko. Voilà, c'est ce qu'on dit. Lorsqu'il condamnait le Niger, le coup d'État du Niger, je crois que Macky Sall n'avait pas un comportement exemplaire vis-à-vis de Sonko. Donc, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO ne pouvait pas. Et ils ont sanctionné le coup d'État militaire au Niger, tout en laissant Macky Sall fait du n'importe quoi au Sénégal, pour un pays avec une certaine expérience de démocratie. C'était choquant. C'était choquant. Bien, merci. Donc, vous avez donné un message en décembre dernier, un message de fin d'année, de nouvel an, dans lequel vous dites que l'année 2024 sera très décisive pour notre pays, le Togo. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ce que je veux dire, parce que 2024, je vais parler des élections législatives. Bon, ça fait plus de 34 ans. Je ne sais pas combien d'élections présidentielles et législatives nous allons, sans résultat probant, où nous ne sommes pas convaincus que les résultats proclamés correspondent aux résultats des urnes. Pour nous, c'est important que cette fois-ci, qu'il y ait un changement réel. Si la population togolaise décide de voter union, nous allons, qu'est-ce que vous voulez, contre notre volonté, nous serons obligés de l'accepter. Mais comme nous pensons que ce n'est pas souvent le cas, nous pensons que c'est décisif et que la population doit prendre son destin en main et réellement pour que ce vote, pour que les résultats proclamés soient proches de ce que les gens auraient décidé. C'est pourquoi c'est décisif dans la mesure où la population devrait s'impliquer un peu plus. C'est ça. Voilà. Alors, en 2025, n'est-ce pas? 2024 d'abord. Oui, 2024 d'abord, oui. C'est législatif. S'ils prennent l'habitude, s'ils commencent les choses en 2024, en 2025, ça serait plus facile. Et puis, s'il y a de bonnes choses en 2024, la probabilité que, d'abord, la capacité de nuisance et de fraude en 2025 par le Parti uni serait limitée. Et que faites-vous à l'opposition pour limiter cela, pour avoir les meilleures conditions? Oui, non, c'est pourquoi je dis au niveau du CPC, au niveau d'ADI, nous avons préparé un document sur les points sur lesquels nous devons insister, que nous allons partager avec nos collègues. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sensibilisons la population sur pour qu'ils renforcent leur capacité de résistance afin que les résultats des urnes soient véritablement ceux qui seront proclamés. Il faut une profonde mutation des oppositions togolaises. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça dit? Oui, cela veut dire qu'il faut faire un travail de fond. Non. Parce que finalement, l'énergie n'est plus destinée, dressée contre celui que l'on croit être. Oui, non, ça c'est. Mais c'est entre vous-même qu'on s'entretient. Non, est-ce que c'est voilà, c'est ce que je dis. L'opposition, les leaders de l'opposition ne sont qu'au reflet de la population. Bon, nous ne sommes pas des extraterrestres. Donc, s'il y a ce comportement, c'est sûr que c'est la population qui a ce comportement. Ce n'est pas l'inverse, c'est pas plutôt les leaders qui ont formaté l'opposition. En tout cas, au niveau d'Adi, nous ne faisons pas ça. Au niveau d'Adi, pour nous, il y a l'opposition et puis il y a unir.
Bon, pour nous, ce n'est pas admissible qu'on insulte quelqu'un de l'opposition. En tout cas, on évite cela. Ça ne veut pas dire que il y a quelques cas, mais nous essayons d'éviter ça. Bon, est-ce que les leaders d'opposition le font? Je crois que c'est double sens. Il y a certains leaders qui peut-être le font, surtout on a vu à partir après les élections de 2020, ce qui s'est passé, c'est extrêmement catastrophique. Bon, mais nous essayons de dire à nos collègues, nous devons faire des efforts. Comme vous le dites, si on est leader, c'est que on conduit. Et on ne suit pas, on conduit la population. Donc, même si une grande partie de la population ne veut pas comprendre et se comporte mal, c'est à notre devoir aussi de leur faire comprendre que ce n'est pas un bon comportement pour le Togo, non pas uniquement pour l'opposition, pour le Togo, parce que nous voulons que nous devons arriver à considérer l'Union comme un parti normal et que nous devons vaincre dans les yeux et non comme un ennemi. C'est ça. Puisqu'après tout ça, on est tous des Togolais. Oui, et nous devons vivre ensemble. C'est ça. Que nous voulons. Merci professeur Gogué pour ce temps que vous passez avec nous aussi pour décrypter l'actualité. Alors, les PC d'avenir pour 2024 dans votre tête, qu'est-ce qu'on prépare? On prépare, on espère pouvoir diriger ce pays avec les collègues. C'est ce que nous espérons. Revenir à l'Assemblée et puis... Oui, ça c'est sûr que nous reviendrons à l'Assemblée. Et nous espérons aussi que l'opposition aura la majorité. Bon, ce serait peut-être difficile, mais en s'y mettant, tel que je vois la population sur le terrain, si nous sommes prêts si la population est prête à défendre les résultats des urnes, la probabilité que nous gagnons les élections, je veux dire l'opposition gagne les élections, cette probabilité est élevée. C'est ça. À cause d'avoir vos représentants dans tous les bureaux, parce que c'est ça aussi que l'on déploie parfois. Oui, ce que je dis, c'est pas simplement avoir dans tous les... Peut-être pas parti, c'est difficile, mais il faut qu'on sache que si un représentant d'un parti politique est dans un bureau, moi c'est ce que j'ai dit à mes militants, si vous êtes dans un bureau de vote, sachez que vous êtes le représentant de l'opposition. Donc, nous devons défendre tous les candidats de l'opposition, s'il y en a plusieurs. Dans le bureau de vote, nous devons soutenir. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de candidat ou bien notre candidat n'est pas en bonne position, mais nous avons le devoir de soutenir les candidats, de travailler ensemble avec les autres représentants des partis politiques d'opposition dans les bureaux de vote. D'accord. Merci. Cette émission tire à sa fin. Encore un mot? Un mot, c'est le mot bonne année, comme on l'a dit dès le début. C'est aussi que c'est de donner espoir aux Togolais pour qu'ils sachent que 2024, comme je l'ai dit, c'est une année décisive et que nous devons prendre notre destin en main pour pouvoir arriver au changement que nous voulons. Un changement pour tous les Togolais, non seulement pour les militants d'ADI ou des partis d'opposition. Voilà. Merci, c'est sur ce mot d'espoir que se referme ce premier numéro de Rencontre d'échange de l'année 2024. Le professeur Gogué était mon invité. Merci à vous pour cette disponibilité. Merci Gérard. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir et portez-vous bien. À très bientôt. J'espère que c'est bon.